Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. For victory, you understand? Go tell your friends. Bienvenue dans notre émission spéciale upgrade de notre première émission de V. Nous dédions respectueusement cette vidéo à l'héroïsme des résistants passés, présents et à venir. La série Hulk se termine le 12 mai 1982 et la même année Kenneth Johnson écrit une adaptation d'un roman contre le fascisme de Sinclair Lewis, It Can Happen Here, Impossible ici en français, et qui date de 1935. Kenneth Johnson présente son scénario intitulé Storm Warning à NBC pour produire une mini-série. Mais les dirigeants de la chaîne rejettent cette version qu'ils trouvent trop cérébrale pour le téléspectateur moyen américain. Ça nous rappelle un peu la situation de The Cage, l'épisode pilote de Star Trek classique. Pour rendre le scénario plus vendeur, les dirigeants de NBC transforment les fascistes en extraterrestres mangeurs d'hommes. D'autres points sont aussi discutés et rejetés. Johnson raconta que l'idée lui est venue dès la fin de Super Jamie et que le projet de départ était la prise de pouvoir du gouvernement américain par un fasciste, qu'il avait fait des recherches approfondies sur le sujet et qui voulait en faire un long métrage. NBC transpose donc l'histoire dans le domaine de la science-fiction et capitalise ainsi sur le succès de franchises telles que Star Wars au hasard. D'ailleurs, un clin d'œil à Star Wars est fait lors de l'arrivée des visiteurs dans la première mini-série. En effet, une fanfare pour accueillir les visiteurs qui débarquent sur Terre joue le thème de Star Wars. Brandon Tartikoff, le président de NBC et ami de Johnson, accepte donc de produire la mini-série de Kenneth Johnson. Et vu les succès précédents du monsieur, entre autres L'homme qui valait 3 milliards ou Super Jamie, la chaîne lui octroie un budget confortable qui se montra au total en coût de production à 13 millions de dollars, soit presque le budget du premier film de Star Wars justement. Tartikoff lit le script de 230 pages de Johnson en un week-end et donne son feu vert immédiat, chose surprenante pour l'époque. C'est parce qu'en fait, la Warner et NBC étaient dans une mauvaise passe et avaient besoin d'un gros projet pour se relancer rapidement en audimat, ce fut V. Au lieu des 3 mois habituels, en 2 semaines et demie, la production commence. Et Kenneth Johnson est aidé par 2 scénaristes principaux, Brian Taggart et Faustus Buck, qui lui avaient déjà travaillé aux côtés de Johnson sur l'incroyable Hulk. Néanmoins, c'est Johnson le seul maître à bord et qui dirige tout. Pour produire la série, là aussi Johnson prend des gens qui ont travaillé avec lui sur Hulk, Chuck Bowman et Patrick Boyriven. Tout comme pour la création des costumes, c'est Brian Glitov qui en sera chargé, et là aussi c'est une vieille connaissance de Kenneth Johnson. En fait, Johnson a repris son équipe qu'il avait sur la série de Hulk. Pour la direction artistique et la création des décors, c'est Charles R. Davis qui en aura la charge, et qui une fois de plus est un vieux complice de Johnson. Il a travaillé sur Hulk et Super Jamie. Il sera aidé de Gary Haley et de John M. Dwyer, le décorateur. La production tourne toute la semaine et prépare pendant les week-ends le tournage de la semaine suivante. Tout va très vite. Les effets spéciaux, dont on sait que le tir d'un pistolet laser des visiteurs coûtait chacun 1000 $, dû au long travail d'incrustation en post-production qui consistait à ajouter manuellement les effets optiques, sont l'œuvre d'une équipe qui était dirigée par Tom Riba, qui a travaillé sur des films comme Le Fugitif avec Harrison Ford ou encore le film des Mystères de l'Ouest avec Will Smith. Les effets visuels étaient supervisés par Robert D. Bailey de chez Pacific Title. Les miniatures des vaisseaux mers seront-elles entre autres réalisées par Patrick Reed Johnson, mais la majorité des images des vaisseaux mers étaient des matte painting. Les navettes sont basées sur des modules permettant d'agrandir ou de réduire la taille des vaisseaux et utiliser le système de grue programmé pour les incruster dans les décors grandeur nature. Elles sont les exactes répliques des navettes à l'échelle 1-1 qui sont au sol. Nous retiendrons 2 noms pour les matte painting. Matthew Yolisic, qui a travaillé par exemple sur le film de l'âge de cristal, et nous trouvons également Michelle Moen, qui elle a travaillé au hasard sur Batman le défi ou encore Watchmen les gardiens. D'ailleurs, pour la première scène d'introduction des vaisseaux mers, on les voit arriver via les écrans de télévision terrestres, car la qualité des effets visuels n'était pas optimale et ce fut le meilleur moyen pour dissimuler les défauts malgré le fait qu'ils étaient faits sur pellicule, comme par exemple les bordures noires autour des vaisseaux mers. Malheureusement,
pour la série hebdomadaire, les images seront réutilisées en plein format, montrant ainsi tous les défauts d'incrustation. Évidemment, il y aura toute l'équipe du département artistique de la série qui travailleront sur les poupées, les peintres et les dessinateurs des croquis préparatoires de la série, ainsi que bien entendu le maquillage pour les masques de lézard des visiteurs. Rick F. Gunther et Owen Marsh seront eux derrière les caméras. Là aussi, deux noms qui ont travaillé sur des séries comme Charmed ou encore Dallas, Nord et Sud et d'autres. Enfin, pour la musique, bien qu'on retrouve des œuvres de Ludwig van Beethoven pour l'inspiration, d'ailleurs, la musique lorsqu'apparaît le vaisseau mère des visiteurs pour la première fois à l'écran est inspirée de la 5e symphonie. 3 notes courtes suivies d'une note longue, il s'agit en fait de la lettre V en code Morse. La musique, donc, est l'œuvre là aussi d'un vieux complice de Kenneth Johnson, Joey Arnold, et que l'on retrouve là aussi sur les séries de Hulk ou encore Super Jimmy. Johnson propose à Joey Arnold de baser la musique sur la 5e symphonie de Beethoven à cause de cette fameuse note qui est le V en code Morse. D'autres éléments musicaux seront bien sûr intégrés, Joey Arnold accepte et fera les fameuses musiques immédiatement reconnaissables et propres à la série. Johnson voit le premier montage de la série sans les effets spéciaux et autres incrustations et pressent déjà que rien qu'avec l'acting, la série sera un immense succès. La série est donc mise en boîte et quelques semaines avant sa diffusion effective, qui sera les 1er et 2 mai 1983, une vaste campagne marketing est lancée aux États-Unis. Ainsi, dans les rues et les métros américains fleurissent des pancartes des visiteurs avec la fameuse campagne « Les visiteurs sont nos amis ». Celles-ci sont même taguées également d'un V rouge quelques jours avant la diffusion, exactement comme dans la série. C'est Johnson qui suggéra cette idée à Steve Sommers, avec qui il ne s'entendait pas lorsqu'il travaillait avec lui sur la série de Hulk. Sommers fut littéralement séduit par l'idée de Johnson. L'histoire est donc simple. Des visiteurs extraterrestres débarquent sur Terre pour nous demander notre aide pour sauver leur planète qui est en train de mourir. En échange de produits chimiques que nous n'utilisons pas, ils partageront leurs connaissances avancées en médecine, en ingénierie et autres domaines. Mais ils l'assurent, ils viennent en paix. D'ailleurs, ils ont une forme humaine. Mais en fait, leur but est tout autre. Les visiteurs viennent pomper toute l'eau de notre planète, car la leur en a très peu. Et nous les humains leur servons de nourriture. C'est le journaliste Mike Donovan et accessoirement le héros de la série qui va révéler leur véritable identité. Ce sont des lézards. Et leurs buts ne sont pas louables du tout. Cette première mini-série, composée de 2 épisodes de 1h40 chacun, raconte donc l'arrivée des visiteurs, met en place les personnages principaux et comment ceux-ci vont être affectés par l'arrivée des visiteurs dans leur quotidien. Ensuite, lorsque leur mascarade est tombée, on suit McDonovan et la résistance qui la rejoint et qui est dirigée par Julie Parrish dans leur combat désespéré pour sauver la Terre et la race humaine. Ils seront aidés par un petit groupe de visiteurs mené par Martin, qui sont contre les plans de leur leader et qui aident la résistance. C'est Mark Singer qui joue le rôle du journaliste Mike Donovan, que l'on a pu voir dans la série Beatmaster, le dernier des survivants, ou encore dans Les Feux de l'amour, ou bien Dallas. Il est le héros de la résistance et du show. Et il est d'ailleurs un des rares résistants à avoir un pistolet laser des visiteurs pratiquement en permanence. Johnson raconte qu'à 3 jours du début du tournage de la série, il n'avait toujours pas l'acteur principal de son show. Les vedettes les snobaient. Mark Singer est arrivé le vendredi, a épaté tout le monde par sa prestation, a répété le samedi et tourné dès le lundi le début de la série. Pour le pistolet laser, cela est dû au fait que les effets des lasers étaient si coûteux, comme dit auparavant, qu'il fut décidé que les résistants auraient des armes classiques pour faire des économies. Vient ensuite Faye Grant en le rôle de la charismatique Juliette Parrish. Elle a joué dans la série Ralph Super Hero ou encore dans les séries State of Grace et Sarah. Johnson l'avait repérée 1 an plus tôt lorsqu'elle a joué dans un de ses téléfilms Senior Trip. Il fut émerveillé par le jeu naturel de l'actrice. Contre eux, nous avons la figure de proue des visiteurs en la personne de Diana, incarnée par la terrible Jan Badler, que l'on a pu voir dans Mission Impossible 20 ans après, ou bien encore la série Les Voisins, The Highwayman, ou encore Falcon Crest et Cluedo. Elle partage sa carrière entre la chanson et la télévision. Johnson raconte qu'il a beaucoup casté pour ce rôle et qu'il avait du mal à trouver l'actrice et qu'après 1 mois et demi de tournage du début de la série,
Jen Badler est arrivé et s'est immédiatement imposé. On trouve à ses côtés chez les visiteurs John incarné par Richard Hurd que l'on a pu voir dans Star Trek Voyager ou encore Sequest Police des mers. L'acteur est mort cette année au mois de mai 2020. Il y a également Steven, le chef de la sécurité incarné par Andrew Prine, que l'on a pu apercevoir dans Arabesque, Dallas ou encore Code Lysa. Et il y a bien entendu une kyrielle de personnages secondaires que nous ne pouvons tous citer, comme par exemple Robert Maxwell, joué par Michael Durrell, acteur très connu des séries américaines, ainsi que sa fille Robin Maxwell, interprétée par Blair Tefkin. Il y a d'ailleurs, à propos de ce personnage, une anecdote assez triste. Pendant la pré-production, et à l'origine c'est l'actrice Dominique Dune qui jouait Robin, et que l'on avait pu voir dans des séries comme Lou Grant, Pour l'amour du risque, ou bien Captain Furio, ou encore le film Poltergeist, qui avait été choisie et mise sous contrat. Malheureusement, alors qu'elle répète son texte pour le tournage du lendemain avec un ami David Pecker, débarque à l'improviste son petit ami John Sweeney. Ils se disputent et il se jette sur elle et l'étouffe avec son écharpe. Restant dans le coma pendant 5 jours, elle mourra au final. Blair Tefkin fut alors choisi pour la remplacer au pied levé et toutes les scènes de Dune furent retournées. Néanmoins, il paraît qu'il reste une scène lorsque les visiteurs arrivent où l'on peut encore la voir de dos. Nous avons bien évidemment aussi Willy, le lézard qui deviendra ami avec les résistants et qui est joué par Robert Englund, le très célèbre cauchemardesque Freddy Krueger, et que l'on a vu aussi dans énormément de séries TV. C'est Frank Ashmore que l'on a pu voir dans The Guild ou à la Maison Blanche, ou encore La Loi de Los Angeles, qui interprète Martin, l'ami visiteur de Mike Donovan, appartenant à la 5e colonne et qui est en désaccord avec Diana et leur leader. Peter Nelson joue Brian, qui deviendra l'amoureux de Robin Maxwell et avec qui elle aura des enfants. Et enfin, David Pecker, l'ami de Dominique Dune, lui joue le petit pourri de Daniel Bernstein. Pour conclure, Michael White joue Elias Taylor et Richard Lawson incarne son frère Ben Taylor, qui finira tragiquement, ce qui amènera Elias à lutter aux côtés de Julie et de la Résistance. Enfin, notons le duo de mercenaires qui viendront aider également la Résistance, Ham Tyler, ancien ami de Mike Donovan incarné par l'excellent Michael Ironside, que l'on a pu voir par exemple dans le film Scanners ou encore Starship Trooper au hasard. Il est accompagné de Chris Faber, joué par Mickey Jones. Nous ne pouvons malheureusement pas nommer tout le monde, mais il y a réellement une galerie de personnages plus intéressants les uns que les autres. La série est donc diffusée aux USA. Fait inhabituel, et c'est une première, on décale exprès le journal de 23h dû à sa longueur de 3h15 minutes. La première diffusion de V se termine donc à 23h15, et c'est un carton monumental et récolte 40% d'audience nationale et se retrouve le programme le mieux noté de NBC. Et termine en seconde place des programmes les plus regardés durant la semaine où elle fut diffusée, ainsi que quelques années après. Elle est une des 15 séries les plus vues et l'œuvre de science-fiction la plus vue. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper. V est une allégorie de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les uniformes des visiteurs et leurs symboles rappellent sans conteste les nazis. Daniel Bernstein et les amis des visiteurs rappellent bien entendu la jeunesse hitlérienne. De même que les affiches, la propagande nazie. La mini-série est d'ailleurs dédiée aux héros de la résistance passée, présent et à venir. Cela veut tout dire. Cette première partie se termine avec la résistance qui porte ses premiers coups contre les visiteurs qui contrôlent désormais la Terre. Et Julie et Elias envoient un signal à une race extraterrestre qui serait un ennemi des visiteurs. La première mini-série de V est un immense succès, et bien entendu en met en marche la suite. Kenneth Johnson se remet au travail et non content de faire la suite, veut conclure également sa saga. Malheureusement, il y a de plus en plus de dissensions entre Johnson et les dirigeants de la NBC. Ceci concerne justement la direction à prendre concernant l'histoire et surtout, on lui demande de travailler plus vite et pour moins cher. Johnson claque donc la porte et quitte purement et simplement le show. C'est Richard T. Efron qui reprend la direction du show et qui a travaillé entre autres sur Les Rescapés du futur ou encore Nord et Sud ou bien la série Banachek avec George Peppard. Il sera aidé de Craig Faustus Buck, Diane Frolov, Peggy Goldman, Brian Taggart et Harry et Ronnie Longstreet qui reprendront le scénario. Seulement pour conclure la série, ce ne sera plus 2 épisodes de 140 minutes, mais rien de moins que 3 épisodes de 90 minutes chacun. Le staff a déjà travaillé sur la première mini-série originale et cette conclusion s'inscrit dans la lignée directrice initiée par celle-ci.
Cette seconde mini-série montre les déboires et relatifs succès de la résistance face au pouvoir grandissant des visiteurs. Julie est capturée et subit le processus de conversion de Diana. Les visiteurs utilisent le fils de Donovan et démasquent Martin, le leader de la 5e colonne. La résistance n'ayant réussi au mieux qu'à démasquer John en public pour montrer qu'ils sont des lézards. Robin, qui elle est enceinte de Brian, accouche de ses enfants. Mais tout s'accélère. Ham Tyler rejoint la résistance avec son ami Chris Faber et un élément déterminant la victoire des humains arrive. Il trouve une bactérie capable de détruire les lézards sans tuer les humains, grâce à la mort d'un des 2 enfants de Robin. La toxine rouge est donc répandue partout sur la Terre et délivre la planète des visiteurs. Mike, Julie et les autres attaquent le vaisseau mère de Diana et c'est l'enfant stellaire Elizabeth, la seule fille survivante de Robin, qui les sauve alors qu'elle allait faire exploser son vaisseau. Les humains ont gagné sur toute la ligne. Pas grand chose à dire sur le staff et la production de cette seconde partie, mis à part le départ de Kenneth Johnson. Quelques petits changements interviennent, comme par exemple, pour les musiques, c'est désormais Dennis McCarthy qui reprend derrière son ami Joe Harnell. Celui-ci a principalement travaillé sur des séries de Star Trek ou encore MacGyver ou Dynasty. Il sera aidé de Barry DeVorzan et de Joseph Conlon. Bien évidemment, que ce soit les musiques de Joe Harnell ou Dennis McCarthy, vous trouvez celles-ci en CD. À part cela, on prend les mêmes et on recommence dans la majorité. Quelques nouveaux personnages comme Pamela, une supérieure de Diana, fait son apparition à la personne de Sarah Douglas, la fameuse Ursa de Superman 2, qui finira mal car il ne faut pas se frotter à Diana. Les SFX sont un peu plus soignés et mieux finis, comme par exemple la scène de conversion de Julie avec le laser holographique qui fait le faisceau lumineux autour d'elle. Et à nouveau, c'est un immense succès. Cette seconde mini-série fut très bien accueillie aux États-Unis et fut même estimée meilleure que la première mini-série faite par Kenneth Johnson par certains, bien que ce dernier soit très critique envers cette suite. Alors que la saga semble finie et que les humains ont gagné, NBC, devant l'énorme succès de la licence, commande ce que Kenneth Johnson ne voulait absolument pas faire, une série hebdomadaire. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et on repart donc avec les lézards. Diana va être jugée, mais au final s'échappe. La toxine rouge commence à ne plus faire effet, permettant aux visiteurs de reprendre la main sur la Terre. Et Diana ne veut rien lâcher. Pendant 19 épisodes, nous allons donc assister aux aventures de la Résistance versus Diana. Elizabeth, l'enfant stellaire agrandi et la petite fille incarnée par Jenny Beck laissent la place à la très jolie Jennifer Cook, qui n'aura hélas pas une grande carrière télévisuelle. On rajoute encore des personnages comme les Bates, père et fils, Nathan, le père incarné par Len Smith, très connu par exemple pour son rôle de Perry White dans la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Carl Bates, le fils, est interprété par Jeff Yeager, que l'on a pu voir dans 6 Feet Under ou encore Arabesque. Et enfin, Diana se retrouve flanquée de Lydia, interprétée par June Chadwick, très sympathique actrice que l'on a pu voir dans Riptide ou l'agence Touriste. D'autres personnages apparaissant au fil des épisodes. A noter, Frank Ashmore fera un retour sous les traits du frère jumeau de Martin qui est mort et qui se nomme Philip. Et Ham Tyler apparaîtra dans les premiers épisodes de la série, toujours joué par Michael Ironside. La série est l'une des plus coûteuses à produire à l'époque, avec un budget d'$1 million par épisode. Malheureusement, très vite les audiences chutent devant la mauvaise qualité des histoires. Et au bout de 19 épisodes, la série s'arrête en mars 1985. Un des producteurs de la série dira: malgré un budget élevé, nous n'avions que la moitié des moyens des 2 premières mini-séries originales à notre disposition. Comment voulez-vous faire de la qualité avec moins de décors, moins d'effets spéciaux, moins d'argent, moins de tout? C'était impossible. Les décors et autres accessoires furent conservés quelques mois après l'annulation de la série par NBC qui était trop coûteuse à produire pour le peu d'audience, car un épisode 20 fut écrit mais jamais tourné. Plusieurs options furent alors envisagées. La résistance se rendait chez les visiteurs et tentait d'empêcher Diana de tuer le leader. Une autre se passait après le traité de paix de l'épisode 19. Un gouvernement imposerait aux visiteurs restés sur Terre un traitement très dur, la résistance s'allierait alors à eux. Mais cela n'aboutira pas et la série sera annulée définitivement. En 1989, Michael Straczynski, le créateur de la série Babylon 5, propose une suite intitulée V The Next Chapter, qui se serait déroulée 5 ans après la série originale. Ham Tyler serait le seul survivant à être revenu à Chicago. Mike Donovan était capturé, Willie tué, Lydia assassinée, Julie vivant en exil en Australie, Diana réaffectée et Elizabeth serait morte. Warner Bros, à qui le projet fut présenté, ne donna pas de suite.
et Straczynski intégra le staff de la série d'Arabesque peu après. Terminons cette partie avec les anecdotes. Les 2 premières mini-séries originales disposaient d'un traitement audio en post-synchro pour la voix des visiteurs. Cela sera retiré dans la série hebdomadaire, qui pourtant aura utilisé beaucoup de stock shoot des 2 mini-séries originales. Le pistolet laser des visiteurs est à la base un jouet du dessin animé japonais Macross Robotech aux États-Unis. Il y a plein de clins d'œil à la science-fiction dans la première mini-série. Outre le thème de Star Wars joué à l'arrivée des visiteurs sur Terre, on peut voir Brian jouer à Space Invaders lorsqu'il est avec Robin. Il y a également un film de dinosaures qui passe dans la régie où Mike Donovan doit récupérer sa cassette tournée sur le vaisseau mère. Le nom du leader ne sera jamais connu durant toute la saga. Une autre race extraterrestre qui serait l'ennemi des visiteurs est évoquée dans V, mais ne sera jamais exploitée. C'est Kenneth Johnson qui s'en servira dans son roman V Second Generation, qui se déroule 25 ans après les événements de la série. Et l'autre race se nomme ZT, finit par venir sur Terre et est encore pire que les visiteurs eux-mêmes. À un moment, dans la mini-série, les résistants volent du matériel médical à la Stamos pharmaceutique. Johnson l'a nommé ainsi en référence à John Stamos pour qui sa fille avait le béguin. Un film de Kenneth Johnson était déjà prévu en 2008-2009, mais le projet ne vit jamais le jour. Il le proposa à NBC et Warner. Ce projet s'intitulait V Second Generation. Devant leur refus, Kenneth Johnson édita son scénario en roman. En 2013, un sondage fut réalisé et près de 12 millions d'Américains croyaient que les dirigeants de ce monde sont des reptiliens en costume cravate sous apparence humaine. Nous n'osons imaginer le nombre aujourd'hui. Ceci dit, relativisant puisque dans le même sondage, 21 millions d'Américains croyaient fermement que l'homme n'a jamais marché sur la Lune et qu'il s'agit d'un fake. En France, la première mini-série fut diffusée sous son format original à partir du 9 septembre 1985 en prime time sur Antenne 2. La bataille finale, elle, le 23 septembre 1985 et la série hebdomadaire à partir de juin 87. Puis la 5 rediffuse à partir de novembre 1989, elle aussi en prime time, les mini-séries. Puis rediffusion en 4 épisodes en mai 1991. Elle sera ensuite rediffusée en août 93 sur M6 et en 2008 sur Énergie 12. C'est Richard Darbois qui double Mark Singer, Frédéric Tirement double Fay Grant, Françoise Dasque double Blair Tefkins, Pierre Atté lui double Michael Durrell, Luc Hamé double Michael Wright, c'est Pauline Larieux qui double Jan Badler, Jean-Pierre Leroux Andrew Prine, Hervé Bellon Franck Ashmore et Jean-Claude Montalbon Robert Englund. La saga intégrale fut éditée dans un coffret DVD en France en octobre 2008, qui contient les 2 mini-séries plus la série hebdomadaire, dont une édition collector avec le vaisseau mère. Malheureusement, la série n'a depuis pas été rééditée en France, ce qui fait qu'elle coûte désormais un bras. Les 2 mini-séries ont été éditées en Blu-ray aux États-Unis, à con une édition pour la France. Il faudra attendre 24 ans pour revoir V sur les écrans avec la série de 2009. Et ce n'est plus, une fois encore, Kenneth Johnson qui est à l'origine du remake. Il est simplement cité comme créateur de la série originale, mais n'a rien à voir du tout avec le projet. C'est Scott Peters, le créateur de la série Les 4400 ou qui a travaillé sur les chroniques de Sarah Connors, qui en est l'initiateur. Il sera aidé de Jess Hall, Steve Pearlman et Jeffrey Bell. La série est produite par The Scott Peters Company, évidemment. Produite en partenariat avec HD Film et Warner Bros, elle est très différente de la série originale. Elle est plus philosophique, plus psychologique et l'atmosphère est modifiée pour être plus contemporaine. Elle est également plus insidieuse, la présence de troupes militaires est moindre et la série est axée plutôt sur la confiance, la terreur psychologique en utilisant les règles de la société humaine, comme par exemple la religion ou encore la politique ou les médias. Diffusée entre le 3 novembre 2009 et le 15 mars 2011, la série est malheureusement un échec et ABC, la chaîne sur laquelle la série est diffusée, annule purement et simplement le show. Et ce, malgré la venue d'anciens acteurs de la série originale, comme Mark Singer ou Jan Badler qui reprenait son rôle de Diana. Pour le casting principal, nous avions droit à Elizabeth Mitchell dans le rôle d'Erika Evans, un agent du FBI qui va rejoindre la résistance pour lutter contre les visiteurs. Nous avons également Maurice Chestnut qui interprète Ryan Nichols, un visiteur qui est sur Terre depuis plusieurs années. Joel Gretsch qui joue un prêtre qui est avec la résistance, Logan Huffman qui incarne Tyler Evans, le fils d'Erika, Charles Mesure dans le rôle de Carl Hobbs,
un mercenaire qui sera recruté pour entraîner la résistance, Laura Vandervoort, qui incarne Lisa, une visiteuse, et de surcroît la fille d'Anna. Scott Wolf interprète Chad Deckers, un journaliste qui reprend un peu le rôle de Christine Walsh de la série originale. Et enfin, Morena Baccarin, qui joue le personnage d'Anna, commandant suprême des visiteurs. On a pu voir l'actrice dans Deadpool ou encore dans la série Homeland. Les musiques, elles, sont signées Marco Beltrami, qui a travaillé sur Scream, Les 4 Fantastiques de 2015, Hellboy, Logan ou encore Hitman Agent 47. La série complète est disponible en Blu-ray et en DVD, en coffret séparé ou en intégrale. Une poupée, des cartes, un manga, des comics, nous vous présentons un petit aperçu de produits dérivés, à vous de trouver le trésor que vous chercherez. De même, vous avez une association nommée la Syrian Legion qui reproduit l'univers de V en salon et en convention avec les costumes et des props originaux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur forum si vous désirez vous inscrire ou avoir plus d'informations sur certains produits. Phase S, spécial refit de l'émission de V, est maintenant terminée. Il est à noter que Kenneth Johnson avait annoncé il y a quelques années qu'une trilogie de films devait marquer le grand retour de V au cinéma. À ce jour, hélas, le projet n'est toujours pas concrétisé. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Phase S. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.